Voilà, l'interview politique dans La Politique, c'est clair. Hugo Bernalicis, député LFI, spécialiste des questions de sécurité et de justice. Vous êtes notre invité. On commence à parler retraite, puisqu'il y avait un sujet sur le conclave. On voit que 3 syndicats ont claqué la porte. Il est mort-né, ce conclave ? Il était mort-né au moment où il a été annoncé, puisque François Bayrou a expliqué lui-même que s'il n'y avait pas d'unanimité dans ce conclave, il n'y aurait pas de texte de loi qui serait proposé pour revenir sur la mesure d'âge. Donc à partir du moment où il demande l'unanimité entre les syndicats de salariés et le MEDEF, on voit bien que c'est une situation de blocage qui est créée de toutes pièces. Alors, ils ont liquidé leur propre conclave bien avant, en prétextant de la guerre. Donc, on n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout du processus annoncé par M. Bayrou. Donc, tout le monde est en train de claquer la porte, puisque tout le monde a bien compris que la mesure d'âge, on ne pourrait pas y toucher. Donc il n'y aura pas de retour à la retraite à 62 ans ? Ça, j'en sais rien, puisque en fait, si on remettait un texte à l'Assemblée nationale, il y a une majorité pour le voter à l'Assemblée nationale. J'étais le rapporteur sur ce texte la fois dernière dans notre tige parlementaire. La seule raison pour laquelle il ne passe pas, ça a été l'obstruction crasse du bloc central et des macronistes en particulier. Ce texte va revenir, vous allez le redéposer dans votre niche parlementaire ? On l'a promis, mais on le fait qu'une fois par an. On n'a qu'une journée par an, malheureusement, à l'Assemblée nationale. C'est aussi à charge des autres groupes de gauche dans l'hémicycle de reprendre ce texte dans leur propre niche parlementaire, ce qu'ils ne l'ont pas fait pour l'instant. Ce matin, dans Le Parisien, Olivier Faure dit que si François Bayrou continue à mépriser le Parlement, ses jours sont comptés. Est-ce que vous réfléchissez à déposer une motion de censure ? Oui, on l'a dit, qu'on était tout à fait disponible pour faire une motion de censure pour censurer ce gouvernement. Mais je veux quand même dire aux socialistes quel temps perdu. Enfin, je veux dire, ils ont validé le budget scandaleux dont tout le monde se plaint en ce moment, soi-disant au nom de la stabilité. On se demande où est la stabilité avec ce budget, avec comme contrepartie notamment, mais principalement, cette question du conclave et de la retraite à 64 ans, et en tout cas notre volonté de l'abroger, en faisant un point identitaire, en faisant une ligne rouge. Finalement, les lignes rouges ne sont jamais vraiment rouges avec le Parti socialiste. Donc on attend qu'ils prennent, eux, leurs responsabilités, et cette initiative de déposer une motion de censure. Et si c'est le cas, vous vous joindrez à eux et vous voterez cette motion ? Mais évidemment, mais comme la précédente, mais vous doutez qui était néanmoins un peu un pistolet à eau, parce que François Bayrou s'est même moqué d'eux, vous savez, leur fameuse motion de censure sur les valeurs, puisqu'elle n'avait aucune chance d'aboutir, puisque l'objectif, c'était qu'absolument le Rassemblement national ne la vote pas. Bon, nous l'avons votée, cette motion, j'ai pas de difficulté avec ça. Mais si on veut faire tomber le gouvernement Bayrou, il faut qu'il y ait une majorité, plus de 289 parlementaires qui votent une motion de censure. Vous doutez que le PS mette à exécution ces menaces ? Oui, je doute, mais bon... S'il ne le fait pas, de toute façon, ce sera fait par toutes les autres organisations politiques de gauche dans l'hémicycle. François Bayrou a envoyé une lettre ce matin au président des 2 assemblées et au président des groupes parlementaires, dont Mathilde Panot pour votre groupe, pour préciser le programme jusqu'en juin. Donc il y a de l'éducation, accès aux soins, simplification de la vie économique, défense, sécurité, immigration, suivi des retraites. Notre priorité, dit-il, assurer la stabilité du pays. Vous êtes prêt à l'aider sur ces questions-là, sur l'essentiel finalement pour les Français ? Mais de quelle stabilité on parle ? On a un budget complètement instable qui a coupé dans des tas de services publics. Les universités se plaignent en ce moment. Il y a des fermetures de classes dans l'éducation nationale. On voit que les dépenses de santé sont réduites bien au-delà de ce qui a été pas voté par le 49.3 d'ailleurs, pour ce qui est du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc non, on va pas aider M. Bayrou à continuer à casser le pays. Il faut se passer de ses services. Et encore une fois, je veux dire, on est dans un monde parallèle. Nous avons été en tête lors des dernières élections législatives. Le président de la République doit nous laisser la possibilité de gouverner ce pays. Je suis désolé, sinon les élections, ça ne sert plus à rien et on est dans un autre régime politique. Et je crains qu'on soit en train de basculer dans un autre régime politique avec Emmanuel Macron, avec toutes les turpitudes de la Ve République, tous les curseurs qui sont poussés à son maximum pour ne pas respecter la démocratie dans ce pays. C'est intolérable. Voilà ce que nous disons depuis le mois de juillet, depuis les élections législatives, et on attend que tout le monde soit aligné sur ce discours, en tout cas à gauche, de sorte à ce qu'on puisse se passer des services de M. Bayrou et de son équipe, en plus de M. Darmanin et Retailleau. On reviendra ensuite sur le narcotrafic, puisque c'est l'objet de votre invitation, mais au-delà de ça, de toutes les déclarations qui sont faites, de la surenchère qui est faite, xénophobe, sur le droit du sol à Mayotte, par exemple, et j'en passe. Donc il est temps de censurer ce gouvernement. Dans ce programme, il n'y a rien sur la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille en vue des municipales de 2026, et il n'y a rien sur la fin de vie. Ça manque ? Paris-Lyon-Marseille, je dirais, c'est pas la priorité des priorités. Je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. Sur la fin de vie, c'est problématique.
on était arrivé au bout du processus, quasiment au bout du processus avant la dissolution. Moi, je suis pour que ce texte aboutisse et avance, mais on voit que M. Bayrou ne donne aucun gage, aucune garantie sur ces sujets-là particulièrement. Bon, donc on se dit qu'on est en train de se faire duper en permanence, en permanence. Encore une fois, un gouvernement du nouveau Front populaire mettrait à l'ordre du jour ce type de texte, évidemment, pour y aller jusqu'au bout. Ne ferait pas les poches des Français sur l'électricité, puisque les tarifs vont encore augmenter avec le nouveau dispositif qui arrive. On mettrait l'argent là où il faut, parce qu'on le prendrait là où il est, c'est-à-dire dans la poche des plus riches. Et quand vous voyez aussi les dividendes qui ont été à nouveau versés au CAC 40, alors même que les profits sont en baisse, les Françaises et les Français sont en droit de se poser des questions quant au partage de la richesse dans notre pays. Une manifestation est organisée ce samedi contre le racisme et l'antisémitisme et l'extrême droite, à l'appel des partis de gauche dont vous faites partie, des syndicats. Vous avez produit une affiche, on va en parler, qui reprend les codes... Affiche, ça s'appelle un visuel. Une affiche, c'est physique et ça se colle sur les murs. Comme vous voulez, qui reprend les codes de l'extrême droite avec Cyril Hanouna, qui vous a valu une condamnation de 3 500 € pour atteinte au droit à l'image. Dont nous avons fait appel. Dont vous avez fait appel. Est-ce que ça brouille pas votre combat contre l'antisémitisme et le racisme? Écoutez, en tout cas, je crois que c'est l'intention de tous ceux qui continuent d'en parler, alors que le visuel a été retiré quelques heures après sa publication, du fait de la perception qui en a été faite par beaucoup de gens, faisant un amalgame avec les affiches scandaleuses qu'avaient pu faire les nazis ou l'extrême droite concernant la caricature des Juifs. Donc le retrait du contenu a été fait extrêmement rapidement. C'était une erreur, cette affiche, ce visuel? Je crois que tout le monde s'est exprimé au sein du mouvement dans cette direction. Non, pas Jean-Luc Mélenchon. Mais écoutez, vous êtes de l'Inquisition, c'est ça? Pas du tout, mais en fait, il refuse de reconnaître que c'est une erreur, c'est pour ça. Non, mais ça ressemble à ça. Non, c'est pas du tout de l'Inquisition, c'est juste, vous dites tout le monde est d'accord. Non, pas Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas que ce n'est pas une erreur, il dit pas ça. Il dit que autour de ça a été fait une campagne qui est scandaleuse envers la France insoumise pour nous faire passer pour des antisémites, alors que tout le monde sait que nous ne sommes pas antisémites, et pour une raison assez évidente, c'est que ce n'est pas dans notre programme politique, et 2, notre programme politique va à contrario du racisme et de l'antisémitisme. Mais donc la personne qui a produit ce visuel, elle est antisémite, puisqu'elle a produit Non, pas du tout. Ces codes-là. Non, pas du tout. Vous voulez faire le procès au pénal, visiblement, dans une certaine direction, avant qu'il n'ait lieu, et avoir votre avis sur le sujet. Vous laissez à la justice le soin de trancher cette question éventuellement. Mais de toute façon, il n'y a pas d'intention antisémite. Pourquoi? Parce que le même mode opératoire a été fait avec le visage de M. Pascal Praud, de M. Poutine, de M. Trump. C'était une série de visuels qui ont été publiés. Et ça ne vous a absolument pas choqué pour les autres personnes qui étaient concernées. Donc c'est bien parce que c'est M. Hanouna et du fait de sa confession que l'amalgame a pu être fait de perception de ceux qui ont vu cette affiche. Mais il n'y a pas d'intention antisémite. Et si vous nous accusez d'avoir une intention antisémite, alors c'est extrêmement grave, Madame Boucher, ce que vous faites. Parce je vous accuse pas, je vous pose des questions, vous me répondez, c'est tout. Mais si, vous faites des accusations. Mais non, je suis pas, on n'est pas un procès. J'ai l'impression que c'est un procès, malheureusement. Les ambiguïtés de vos questions sont évidentes pour poursuivre sur des insinuations. Vous l'avez fait pendant une vingtaine de minutes sur le plateau juste avant que vous m'invitiez. De manière équilibrée. Et vous n'êtes pas les seuls. Je ne vous en veux pas, vous n'êtes pas les seuls. Vous faites tout ça en ce moment. Parce qu'il y a une intention politique derrière qui est de nous isoler à gauche et de nous coller l'étiquette scandaleuse d'antisémite. Nous ne sommes pas antisémites à la France insoumise, nous ne le serons jamais et nous combattrons toujours les formes de racisme et d'antisémitisme, d'où l'objet de la manifestation d'aujourd'hui. Je remarque d'ailleurs qu'il est passé beaucoup de temps pour discuter de ce visuel et assez peu de la question du racisme sur vos plateaux. Vous ne faites pas venir des experts sur où on en est sur le racisme aujourd'hui. Vous n'en discutez pas. Si vous aviez bien suivi le débat juste avant, on a parlé de cette montée en puissance de l'antisémitisme, du racisme depuis le 7 octobre. Ah, uniquement ça? Il n'y a pas d'autre racisme dans le pays? Si, bien sûr. Mais je ne sais pas, non, parce que sur votre plateau, vous n'avez pas parlé de bien sûr, de ce qui mais on en a parlé. Enfin, on n'a pas juste accusé la France insoumise. Ah ça donnait quand même cette impression, si vous me le permettez. C'est ma perception, comme sans doute comme vous votre avez, perception. En tout cas, Olivier Faure, lui, il trouve que voilà, c'était une erreur et que vous devriez vous excuser. J'ai bien compris les intentions politiques des uns et des autres. Voilà. Depuis le 7 octobre, mais bien avant. Vous savez, même si je suis encore à peu près jeune, je suis un vieux militant. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on nous accuse de manière insidieuse d'antisémitisme, notamment sur notre position vis-à-vis du gouvernement
israélien de M. Netanyahou, qui est un gouvernement génocidaire, puisque maintenant c'est acté par la Cour pénale internationale et par les différents rapports de l'Organisation des Nations Unies. Et que c'est un amalgame que font nos adversaires contre nous de manière insidieuse et scandaleuse, de dire vous êtes contre le gouvernement de M. Netanyahou, donc vous êtes antisémite. C'est insupportable en réalité de fonctionner de la sorte. Sans parler des insinuations qui sont faites ensuite derrière en disant si nous avons cette position-là, c'est pour plaire aux quartiers populaires dans ce pays. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être musulman, il n'y a pas besoin d'être de là-bas, il n'y a pas besoin d'avoir une couleur de peau particulière pour être scandalisé d'un génocide et de civils innocents qui sont tués. Plutôt votre électorat. C'est un électorat qui vote pour vous plutôt. Les gens qui sont scandalisés par ce que je viens de dire, par le fait qu'on fasse un génocide, oui, ils votent pour nous et j'espère qu'ils votent pour nous. Ils ont bien raison parce que les génocides ne sont pas acceptables et qu'il faut les combattre par tous les moyens. Et si on pouvait avoir une représentation politique à la hauteur de ces enjeux et pas un Emmanuel Macron qui est inopérant, inefficace, qui se retrouve à chaque fois exclu de la scène internationale pour faire porter la parole de la France, alors oui, ils ont bien raison de voter pour nous. Je rappelle que vous avez fait appel évidemment dans ce visuel qui a été diffusé et qui a été retiré aussi rapidement. Je voulais vous interroger sur le narcotrafic puisque vous êtes un spécialiste des questions de sécurité et de justice. Vous avez défendu une motion de rejet préalable alors que la proposition de loi, elle vise à isoler 200 narcotrafiquants les plus dangereux. Elle vise aussi à créer un parquet dédié. On a l'impression qu'il y a quand même une volonté de lutter contre le narcotrafic. Vous, ça vous convient pas? C'est pas le combat que vous voulez mener? C'est quoi l'histoire? Non, c'est pas ça. Et du coup, si vous n'avez pas regardé la motion de rejet, je vous invite à le faire et à tous ceux qui nous écoutent. Je connais bien le Parlement, ne vous inquiétez pas. Non, mais regardez ce que j'ai dit. Je veux dire, le contenu de notre motion de rejet, et je vous invite tous ceux qui nous regardent à faire autant sur nos réseaux sociaux. On a mis le contenu où on a plus de temps qu'on l'aura là pour développer la position. Mais la position est la suivante. Ce texte, il est d'abord inefficace parce que la manière de lutter efficacement contre le narcotrafic, c'est quasi exclusivement une question de moyens. Les structures aujourd'hui qui font ça, la police judiciaire est en grande difficulté dans ce pays, notamment depuis la réforme de Gérald Darmanin de 2023 que j'ai combattu. J'ai rendu un rapport à l'Assemblée sur le sujet. Il est aussi disponible en ligne pour ceux que ça intéresse. Ensuite, sur les magistrats, les juridictions interrégionales spécialisées et la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée qui existe aujourd'hui depuis 2019 sont en sous-effectif chronique et donc n'ont pas les moyens de faire les enquêtes. Donc, quand on dit on veut mettre en place une juridiction nationale avec le parquet national, elle existe déjà, ça s'appelle la Junalco, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on est surtout sur des effets d'annonce dans ce texte de loi pour une bonne partie. Deuxièmement, il y a des choses qui sont extrêmement problématiques car arbitraires et discriminatoires. On est en train de parler du narcotrafic du haut du spectre, des plus grands criminels organisés, et on vous explique dans ce texte de loi qu'on va pouvoir faire une interdiction de paraître pour un jeune dans un quartier parce qu'on le suspecte de trafiquer des stupéfiants. Parce qu'on le suspecte, on va pouvoir lui interdire de venir dans ce quartier pendant un mois. C'est au-delà d'être inefficace, problématique du point de vue des libertés et du droit. Aussi pour accéder sur les questions des messages cryptés. Alors en plus, ça, vous avez ridicule par ailleurs. Ça, vous avez permis de retoquer cette mesure. En tout cas, elle n'a pas été votée. Mais parce que c'est ridicule. Parce que ce n'est pas possible techniquement. On a eu un Bruno Retailleau qui nous a expliqué, mais que si les conversations n'étaient pas complètement cryptées, parce que sur WhatsApp, par exemple, vous pouvez rester appuyé sur le message pour faire signaler si vous pensez que le contenu est problématique. Mais ça, c'est une action volontaire de la part de l'usager. La conversation est quand même bien cryptée et WhatsApp n'a toujours pas accès à la conversation. Donc ces messageries resteront cryptées. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre manière de faire, sauf à créer des failles de sécurité dans lesquelles tout le monde pourrait s'engouffrer. C'est-à-dire, y compris l'ingérence de pays étrangers. C'est pourquoi l'ANSSI, l'ancien directeur de l'ANSSI, par exemple, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et informatique, est vent debout contre ce genre de dispositif. Faut pas faire ça, vraiment. Et c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de bon sens. Et à la fin, on ne parle pas d'une chose dans ce texte, c'est de la prévention. Pour faire réduire la consommation et de la légalisation, notamment du cannabis, qui permettrait en réalité de retirer plusieurs milliards d'euros des mains des narcotrafiquants. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est leur retirer cette manne d'argent. Pour vous, en tout cas, dans ce texte de loi. Merci Hugo Bernalicis d'être venu ce matin, député LFI du Nord, spécialisé des questions de sécurité et de justice.